On va donc se diriger vers le début de ce webinaire. Merci à tous ceux qui sont arrivés. Voilà, on va commencer. En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser des questions pendant la présentation, notamment à travers la petite fenêtre chat. Et comme vous avez pu le voir dans l'annonce qui a été faite à propos de cet événement d'aujourd'hui, l'objectif du séminaire web actuel est multiple. Vous verrez qu'il se compose de 2 volets principalement, un plus technique et l'autre plus juridique, économique et social. Vous avez pu voir donc les objectifs sont multiples et notamment il s'agit d'informer et de sensibiliser les autorités nationales désignées de la Convention de Rotterdam en synergie avec les 2 autres conventions sœurs de Bâle et de Stockholm sur les produits chimiques et les déchets dangereux. Et donc de mettre en évidence les problématiques quant aux enfants et autres groupes et individus vulnérables. Alors l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà, on avait mis en place une première série de webinaires dans les 3 langues principales des Nations Unies, notamment en français, sur les enfants. Et cette fois-ci, cette année, on élargit un petit peu le groupe en se focalisant ce que dans le langage onusien, on appelle les individus ou groupes vulnérables, comprenant notamment les enfants, les femmes, les employés dans certains secteurs, notamment agricoles, les personnes handicapées, etc., etc. Donc, on abordera cela au cours de ce webinaire. La structure de la séance d'aujourd'hui est la suivante. Tout d'abord, nous aurons l'honneur d'avoir un invité expert du programme de santé environnementale auprès du CIEL, le Centre pour le droit international environnemental, Center for International Environmental Law, qui est à Genève en Suisse, donc Monsieur Andrés del Castillo. Ensuite, nous aurons les présentations du secrétariat sur les thématiques concernant l'exposition aux pesticides, les risques, les voies d'exposition, différents scénarios, le concept de vulnérabilité, ainsi que les aspects juridiques fondés sur une approche basée sur les droits humains. Et enfin, dans la seconde partie de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct et de fournir des commentaires. Je tiens à signaler, avant de laisser la parole à ma collègue Nadia, qu'il y aura la possibilité de répondre à un sondage et je vous enverrai le lien à travers, par écrit dans la fenêtre chat. Merci en tout cas et voilà, à toi Nadia. Bonjour, je vais me présenter. Je suis Nadia Correale, je travaille dans la FAO auprès de la Convention de Rotterdam et je m'occupe des aspects concernant la dimension sociale de l'usage des pesticides. Je vais passer la parole à Andrés del Castillo pour une petite introduction sur les thématiques d'aujourd'hui. Merci André pour être ici avec nous. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais bien vérifier que vous m'entendez bien. Après, je vais partager l'écran afin de partager une petite présentation. Donc, j'imagine c'est fait. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je commence tout d'abord par remercier par cette invitation au secrétariat BRS. Je pense que c'est un sujet assez pertinent car même l'agenda international coïncide avec la thématique dont on va essayer de développer aujourd'hui. Tout d'abord, n'oublions pas que 2025 a été déclarée l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, 2021.
Déjà en 2020, la seule première convention internationale du travail à être ratifiée universellement par tous les États membres de l'OIT a été la convention 182 et sur les pires formes de travail des enfants, qui est parmi les 8 conventions fondamentales de l'OIT. Cette convention inclut parmi la définition des pires formes de travail dans son article 3 et les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, notamment les travaux dans les champs agricoles, on pourra l'inclure là si il a une dangerosité. Finalement, cette année commence aussi la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Donc, ce séminaire-là, je crois qu'elle tombe dans un moment particulier et très pertinent. Alors, je suis né il y a presque 37 ans, jusqu'à quelques mois avant la catastrophe de Bhopal. Comme vous pouvez voir dans la présentation, il y a une photo du monument en mémoire des victimes de la ville de Bhopal. Cette ville, il y avait une catastrophe en Bhopal lorsqu'un réservoir de gaz a explosé dans une usine de pesticides, tuant des milliers de personnes. Et les survivants et victimes de la catastrophe attendent toujours que l'entreprise responsable soit traduite en justice. Donc, la thématique d'aujourd'hui, une approche fondée sur les droits humains pour ce qui concerne le cycle de vie des pesticides, veut dire, dans les cas dont je viens de faire référence, le cas de la catastrophe de Bhopal, l'effet de garantir l'accès par les victimes et les survivants à des mécanismes effectifs de réparation. Ça, c'est une des parties qu'on va voir plus en détail après. Dorénavant, je me permets de mettre en relief certaines informations officielles pour comprendre la magnitude de la problématique qui va au-delà de la simple gestion des risques. J'ai pu citer tout d'abord certains rapports sur la matière, en mettant toujours l'accent sur les peuples autochtones. On va développer un peu ça plus en détail après, afin de dégager les schémas à être parcourus par les panélistes après mon intervention. Dans ce cadre-là, tout d'abord, il y a un an exactement, la OCDE a publié un rapport sur comment gérer les impacts de l'utilisation des pesticides sur la biodiversité. Et elle a affirmé dans ce rapport que l'exposition directe ou indirecte à certains pesticides peut également avoir des effets négatifs sur la santé humaine, notamment la toxicité aiguë, la cancérogénité, les dysfonctionnements de la reproduction et les développements neurologiques et aussi des perturbations endocriniennes. Pas en allant plus loin, mais déjà en 2019, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avait dit que l'utilisation généralisée des pesticides très dangereux a causé des problèmes de santé et de décès dans de nombreuses régions du monde, souvent en raison d'expositions professionnelles et des intoxications accidentelles ou intentionnelles. Donc, on voit déjà un cadre assez robuste par rapport à les voix des experts à ce qui concerne l'exposition directe ou indirecte à certains pesticides et les effets pour certaines personnes, groupes ou peuples. Même quand ces peuples-là se trouvent en situation de vulnérabilité, comme bien l'a dit Amélie, ça sera développé plus loin dans cet webinaire. Mais donc, pour ce qui concerne les droits humains, il y a un rapport de 2017 de la rapporteure spéciale sur les droits à l'alimentation des pesticides qui affirme que les pesticides posent un problème du point de vue des droits humains, car leur utilisation peut avoir de très graves répercussions, je mets l'accent sur cette partie, très graves répercussions, non seulement sur l'exercice du droit à l'alimentation, mais aussi sur les droits à la santé des générations présentes et des générations futures. Dans ce rapport de 2017 aussi, elle met l'accent sur certains groupes, personnes, peuples davantage exposés aux pesticides,
que pourront être potentiellement victimes. Donc, la liste est là, des femmes enceintes, des enfants, les agriculteurs, les ouvriers agricoles, les communautés vivant près des terrains agricoles, les consommateurs, parmi d'autres, et les peuples autochtones dont on va voir ça plus en détail. Nous, au centre de documentation, on a fait déjà une fiche, malheureusement, elle se trouve qu'en espagnol et qu'en anglais, mais on pourra faire le nécessaire pour peut-être la traduire bientôt, où on dit qu'à part ces droits-là mentionnés là, les droits à la santé, il y a des autres droits humains menacés par des pesticides, soit, disons, droit à la vie, les droits à l'information, les droits à un recours effectif, les droits du travail et les droits des enfants en termes généraux. Là, il est nécessaire de rappeler que les États doivent protéger les personnes, groupes ou personnes contre les abus et les violations des droits humains sur leur territoire et sur leur juridiction, notamment par les entreprises commerciales qui produisent, importent, commercialisent et utilisent des pesticides. Dernièrement, un dernier commentaire sur les rapports de 2017 de la rapporteuse spéciale sur les droits à l'alimentation. Elle a bien souligné que dans divers pays, les entreprises agro-industrielles ont pris possession des terres appartenant à des communautés autochtones et ont instauré une agriculture intensive tributaire des pesticides. Les communautés concernées, notamment les communautés autochtones et des autres communautés paysannes, marginalisées, peuvent ainsi être contraints de vivre aux abords de ces entreprises, ce qui les expose de manière chronique aux émanations des pesticides. Là, on va faire un récapitulatif chronologique sur la question des pesticides des peuples autochtones et certains organes de traité des Nations Unies sur les droits de l'homme, mais aussi, on voit notamment qu'un des premiers antécédents des remarques, des observations et des recommandations faites par un comité de l'ONU par rapport à la question des pesticides et des peuples autochtones était une observation du comité de la OIT. Donc, pour le Mexique, il s'était fait en 1998. En Suisse, on dirait 1998. Et là, elle parle notamment de cette question de discrimination et mettant l'accent que les travailleurs autochtones ne soient pas soumis à des conditions moins favorables ou soient plus en danger pour leur santé ou en raison d'une exposition à des pesticides ou à des autres substances toxiques. Il a fallu attendre quelques années, plus d'une dizaine, pour voir aussi comment des autres organes de traité, cette fois les comités des droits économiques, sociaux et culturels, ont fait des demandes spécifiques ou des observations finales, comme on dit officiellement, pour nommer des recommandations, à l'Argentine cette fois, afin de garantir la protection effective et les moyens de subsistance des communautés autochtones, et de concevoir des garanties d'ordre institutionnel et procédurel pour assurer la participation effective de ces communautés-là. Les mêmes années, un autre comité, le CEDAW en anglais, pour le comité contre la discrimination à l'égard des femmes, a dit déjà a recommandé au Paraguay déjà entreprendre une étude globale sur les causes négatives de l'utilisation abusive des produits phytosanitaires toxiques dans l'agriculture, mais mettant l'accent sur les femmes, sur les effets de ces produits-là sur la santé des femmes et de leurs enfants. Passons sur notre diapositive là, on voit que de plus en plus, il y a une saisie des comités des droits de l'homme à un niveau international, à un niveau onusien,
Cette fois, on va voir 2 cas en 2015 liés au Mexique et au Brésil du Comité des droits des enfants, dont un pour le Mexique dit d'interdire l'importation et l'utilisation des pesticides aux produits chimiques dont l'utilisation est interdite dans des pays exportateurs pour une raison de cohérence. Et pour le cas du Brésil, il part il demande au Brésil, ou il recommande de s'assurer que les lois et les règlements sont strictement appliqués, mais aussi d'accélérer l'évaluation des produits chimiques en allouant des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l'Agence nationale de vigilance sanitaire dans le cas du Brésil. Là, on voit dernièrement 2 cas de 2016 et 2017, tous les deux aussi de la CEDAW, du Comité pour contre l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, dont il parle spécifiquement des plantes déposées par des femmes autochtones, soit dans le cas de l'Argentine devant le ministère de la Santé, et soit dans le cas du Guatemala, dans une autre agence pour voir comment les enquêtes des plantes peuvent être conduites d'une façon plus rapide et s'il y a eu des négligences au moment de gérer ces plantes des femmes autochtones au sujet des dommages causés par l'utilisation des pesticides. Donc, passons-nous maintenant à donner 10 messages clés qui ne sont pas donnés par hasard, mais par coïncidence, la semaine dernière, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, le bureau de l'Haut Commissariat, puis le programme des Nations Unies pour l'environnement ont publié 10 messages clés liés à les droits humains et les substances toxiques. Dans ces messages clés, notamment, vous voyez 10. 1. Il part d'assurer un environnement non toxique pour les présents et les générations futures. 2. Coopérer à l'international pour préserver et combattre les dommages, je disais, aux méfaits d'exposition à des substances dangereuses, voire toxiques. 3. Prévenir l'exposition à substances toxiques provenant de l'activité des entreprises. 4. Garantir à toutes les personnes accès aux informations sur les substances toxiques. Ça, c'est primordial, lié à un devoir de transparence. 5. Assurer la participation véritable et en connaissance de cause de tous les personnes dans les processus de prise de décision. 6. Assurer la responsabilité et des mesures de réparation effectives pour attendre aux droits humains causés par des substances toxiques. 7. Protéger les défenseurs des droits humains et des droits environnementaux. 8. Protéger, respecter et mettre en œuvre les droits humains des personnes en situation particulièrement vulnérable. 9. Garantir à tous les êtres humains les droits de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Ils disent finalement adopter une approche de précaution pour la manipulation et la gestion des substances dangereuses et celles qui les sont moins. Donc, quand on parle d'une approche de précaution, ce n'est pas une approche de prévention. Une des façons de traduire ce message clé d'approche de précaution pourrait être à travers le principe no data, no market. Sans données, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire, on ne peut pas introduire des substances potentiellement dangereuses ou toxiques dans un marché s'il n'y a pas de données au préalable qui donnent compte de la sécurité de ces substances-là. J'ai cliqué dans le lien. Désolé, j'essaie de rentrer. Mais bon, on peut laisser là parce que finalement, c'était un peu mes coordonnées que j'ai pu donner après. Avec 2-3 conclusions finales, comme c'est des remarques préliminaires, c'est dans le cadre légal à niveau international, qui est déjà assez dynamique, il n'est pas encore, selon ce qu'on peut constater, selon les plaintes des victimes, et à l'auteur du défi actuel qui pose les pesticides
dangereux et très dangereux. En l'occurrence, par exemple, on voit que les codes de conduite internationale sur la gestion des pesticides ont une portée globale, et c'est bien. Elle-même donne une définition, je crois, dans l'article 2, de qu'est-ce qu'est des groupes vulnérables. Cependant, et malgré l'effet de couvrir tous les cycles de vie des pesticides, depuis la production à l'élimination, les codes restent volontaires et aucune des trois versions du code ne tient compte la dimension des droits humains dans son ensemble. Et finalement, on dit cela, il y a des préoccupations légitimes sur son efficacité lorsqu'il s'agit de protéger les personnes, groupes et peuples en situation de vulnérabilité. Finalement, je voudrais dire que les organisations internationales, même les États, devront valoriser, et beaucoup les font. Et cette webinaire, cette invitation, c'est un exemple de ça. Les liens avec des personnes, groupes et peuples en situation de vulnérabilité est une priorité dans son agenda. Et je remercie, je vais vous rendre la parole. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Andrés. Très intéressant et on est content de vous avoir eu pour lancer ce webinaire et ainsi poser ces problématiques. La parole maintenant est à Nadia qui va maintenant focaliser la présentation sur des aspects plus techniques quant à l'exposition aux pesticides, le concept de vulnérabilité et vous illustrer cela à travers quelques exemples choisis. Voilà, Nadia, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci Amélie et merci Andrés aussi. Je vais partager mon écran. Je vais commencer la présentation en disant que la moitié de la manœuvre mondiale, estimée à 1,3 milliard de travailleurs dans le monde, est employée dans le secteur agricole. Mais malheureusement, l'agriculture est l'un des trois secteurs les plus dangereux, quel que soit l'âge, en termes de maladies, accidents et décès liés au travail. Les pesticides représentent l'un des facteurs de risque les plus graves pour la santé des travailleurs et leur entourage. Je vais vous montrer cette image. Cette image est une scène de routine dans une ferme avec de nombreux travailleurs, mais aussi avec de nombreuses personnes qui effectuent différentes tâches. J'imagine que beaucoup de vous ici connaissent les activités qui s'y déroulent dans les zones rurales. Et je vais vous donner quelques minutes pour regarder cette image et répondre à une question. La question est combien de scénarios d'exposition sont-ils identifiables? Vous devrez ici voir une question sur vos écrans. Je vais laisser quelques minutes pour répondre. Je vais seulement de personnes au moment répondant. OK, bien. Le nombre de personnes. OK. Je vais attendre quelques minutes encore. Quelqu'un n'a pas encore répondu? Je vais finaliser et partager les résultats.
8 personnes ont répondu. Peut-être quelqu'un a un problème technique. La moitié a répondu. Bien. Je vais partager. Ce n'est pas la fin, mais je vais partager les résultats. Ici, c'est 11, mais la bonne réponse est 14. Nous avons 14, il y a quelques champions et nous avons 14 scénarios d'exposition dans cette image. Je vais vous montrer. Ici. Comme vous pouvez voir, regardez, c'est en bas à gauche, la femme qui lave du linge contaminé, ou en bas à droite, l'homme qui utilise, qui mélange et applique les pesticides avec les mains. L'exposition peut être directe ou indirecte à la ferme et à travers des différentes manières et à différentes tâches, en mélangeant et appliquant les pesticides quand les agriculteurs ou leurs familles retournent au champ pour davantage de travail ou la récolte, à travers la manipulation des contenants vides et à travers le lavage du linge contaminé. Mais l'exposition peut également se produire hors de la ferme avec d'autres types de travailleurs tels que les vendeurs, à travers la réutilisation des contenants de pesticides pour différents usages, y compris les bouteilles pour boire ou le contenant d'huile essentielle, comme dans cette image. Il n'y a pas ou peu d'équipements de protection avec les vendeurs au marché. Il y a un manque de formation sur l'application, le stockage et l'élimination des pesticides. Et souvent, aucune étiquette est disponible en raison de l'emballage illégal ou d'une étiquette uniquement disponible dans langue étrangère. Il y a de nombreux défis à révéler en matière de sécurité et de santé au travail. En premier lieu, une protection inadéquate des travailleurs agricoles en vertu du droit du travail. Certains pays excluent spécifiquement les secteurs agricoles de la législation générale du travail ou de la législation en matière de sécurité et de santé au travail. Deuxième, il y a une mauvaise application du droit applicable, notamment la législation pertinente. Les inspecteurs du travail ont souvent les ressources et les formations insuffisantes et les inspecteurs aussi visitent rarement le parcelle agricole. 3. Il y a un manque d'accessibilité ou des prix abordables pour l'équipement de protection individuelle. Enfin, il y a données et recherches très limitées sur l'attendu et la gravité des incidents, maladies et blessures liées au travail agricole. Mais quand on parle d'exposition aux pesticides, on doit considérer les concepts de vulnérabilité. Tout le monde n'est pas exposé de manière égale face à l'impact des pesticides. Il est important d'identifier l'individu et les groupes plus vulnérables et ainsi de comprendre les causes de l'empoisonnement aux pesticides ainsi que l'approche susceptible de réduire les risques.
Les concepts de vulnérabilité ne se réfèrent pas seulement à la vulnérabilité biologique, mais étaient aussi liés aux problèmes sociaux, économiques, à relations notamment avec la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les personnes les plus à risque, parmi les personnes les plus à risque, il convient de souligner qu'elle qui provient d'un milieu rural où l'accès aux opportunités de travail des hommes et aux informations liées à la santé et à la sécurité sont limitées. Pendant la dernière année aussi, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités, l'inégalité sociale, en particulier dans les milieux ruraux, concernant certains individus et groupes. On va focaliser notre présentation en 3 types d'individus et groupes sociaux. Les premiers exemples sont les enfants. Les enfants, pour raisons biologiques, le corps et l'esprit des enfants étant encore en cours de croissance, ils sont donc plus particulièrement sensibles aux effets toxiques des pesticides. Les enfants respirent plus d'air que les adultes. Les organes des enfants sont moins aptes à détoxifier les pesticides. Actuellement, malheureusement, il convient de souligner que 71% de la part travail des enfants sont effectués au sein du secteur agricole. De plus, presque de la moitié du travail des enfants dans le monde est considéré comme dangereuse, y compris la manipulation des pesticides dangereux. Mais les enfants peuvent être exposés aux pesticides directement quand ils travaillent, ils mélangeant et appliquant les pesticides, ou indirectement lorsqu'ils jouaient dans des champs où des pesticides ont été utilisés, ou encore à la maison, là où des pesticides sont stockés. Un autre groupe sont les femmes. Le risque pour les femmes est un risque particulièrement élevé pendant les années de procréation, notamment lors de la grossesse et l'allaitement. Même de faibles doses peuvent avoir des effets irréversibles sur les femmes et leur progéniture à naître. Je vais montrer seulement quelques exemples de graves conséquences pour la santé des femmes. Le cancer, notamment du sang, les pesticides dans le lait maternel, la diminution de la réserve ovarienne altérée du cycle menstruel, le risque plus élevé d'endométriose, l'infertilité, l'avortement spontané. De plus, les impacts potentiels sur les bébés, sur les enfants, doivent être pris en compte. La naissance prématurée, la mort périnatale, les problèmes neurologiques, les retards de croissance fœtale, la malformation congénitale, le cancer de la petite enfance, etc. Les femmes ont un impact tout au long du cycle de vie de produits chimiques. Dans la production, où les enfants sont par exemple fortement exposés à des produits chimiques dangereux. Pendant l'utilisation, lorsque les femmes sont exposées à des produits chimiques qui n'ont d'effets particulièrement néfastes sur la santé des femmes, mais aussi après l'utilisation, à la fin de la vie du produit. Par exemple, lorsque les femmes sont exposées à des pesticides très dangereux, lors des récoltes ou des nettoyages des contenants de pesticides vides ou usagés. Et il y a quelques jours, c'était la Journée internationale des femmes. Et est-il important aussi ici de souligner les lacunes à combler pour un futur plus égalitaire
suite à la pandémie du Covid-19. La crise due à la pandémie a un visage féminin et les femmes sont proportionnellement plus touchées par les pertes des emplois en différents secteurs, et les secteurs agricoles aussi, et ont été précipitées dans la pauvreté en plus grand nombre. Cela vient aggraver une situation socio-économique déjà fragile à raison de l'inégalité des chances et d'un accès réduit aux ressources et aux mesures de protection. Un autre exemple des groupes sociaux vulnérables sont les migrants et travailleurs saisonniers. La migration de la main-d'œuvre est un composant essentiel du développement rural et des systèmes agroalimentaires. Aussi, avec la pandémie Covid-19, il a été mis en évidence le rôle essentiel que jouaient les migrants et les travailleurs saisonniers dans nos systèmes alimentaires, ainsi que l'importance d'envoi des fonds pour la sécurité alimentaire des ménages et la résistance au choc. Il a également attiré l'attention sur les déficits persistants de travail décent dans le secteur et sur les nombreuses vulnérabilités des travailleurs migrants en particulier. Les travailleurs migrants sont souvent victimes de diverses violations des droits humains. Je vais laisser la parole à ma collègue Amélie pour suivre avec cette présentation. Merci beaucoup, Nadia. Oui, je vais prendre la parole maintenant pour aborder les aspects plus juridiques en vue d'une meilleure protection face à l'exposition aux pesticides, qui est à la base un sujet très technique et scientifique, et c'est pourquoi il y a quelques années, on me posait une question que je n'entends plus à présent, surtout depuis l'adoption de l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable. Quel est le lien entre les conventions produits chimiques et déchets dangereux, et notamment la convention de Rotterdam, et les droits humains? Alors, je préfère l'expression en français droits humains que les droits de l'homme, qui, je trouve, est plus universelle. Donc, vous le verrez au cours de cette présentation. D'abord, de quels droits humains s'agit-il? Quels sont ceux qui sont les plus pertinents quant à la Convention de Rotterdam? Eh bien, tout d'abord, si vous vous référez à l'objectif de la Convention, qui est la protection de la santé humaine et de l'environnement, quels sont les droits fondamentaux et qui constituent le cœur du droit international des Nations Unies? Eh bien, tout d'abord, le droit à la vie, le droit à la santé, qui sont effectivement consacrés depuis quelques décennies dans les différents instruments internationaux sous l'égide des Nations Unies. On a aussi le droit au développement, à la sécurité alimentaire, à l'eau potable et à un assainissement, et ainsi qu'un niveau de vie adéquat, à l'éducation, et cela, c'est plusieurs parmi tant d'autres. Depuis l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, ODD, on parle beaucoup de développement, et notamment, il existe aussi, parmi ces droits qui sont pertinents à la Convention, le droit de ne pas faire l'objet d'exploitation économique et le droit à l'éducation, en particulier quand il s'agit de la question du travail des enfants et des pesticides. Étant bien entendu que le travail des enfants est en principe prohibé, donc, mais il est très présent malheureusement dans le secteur agricole. Donc voilà, il s'agit plus spécifiquement de ces droits humains, et il existe deux grandes catégories de droits, et on peut les grouper d'une part dans un ensemble qualifié plus de droits civils et politiques, qui sont une première famille de droits humains, et une deuxième famille de droits humains, les droits plus économiques et sociaux. Et il existe un droit qui progresse plus spécifique, qui est le droit à un environnement sain. Alors, il a été reconnu de manière explicite
et il a fait son cheminement récemment au Conseil des droits de l'homme s'agissant des enfants. Et comme l'a bien expliqué Nadia, effectivement, il s'agit d'individus et d'un groupe de personnes plus vulnérables pour des raisons tout d'abord purement scientifiques et biologiques. Voici un petit peu de quoi il s'agit et qui est pertinent à la Convention de Rotterdam. Je voulais rappeler aussi ce qui constitue, d'un point de vue juridique, le cœur des Nations Unies et ce par quoi la construction onusienne a commencé, c'est effectivement les droits humains. Alors, il y a plusieurs instruments qui sont… Alors, les déclarations générales, elles ne sont pas juridiquement contraignantes. La première, c'est celle de 1948, donc au tout début, juste après la naissance de l'organisation, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien sûr, les droits humains sont au cœur de l'élément de base de l'Organisation des Nations Unies, et je parle de celle-ci puisque que l'on soit… La Convention de Rotterdam est administrée à la fois par la FAO et l'UNEP. Et la FAO, bien qu'étant une agence spécialisée, et l'UNEP, une organisation faisant partie du secrétariat ONU, on est une et même famille onusienne, et d'où le rappel de ces éléments fondamentaux qui constituent les pierres qui fondent l'organisation. Et là, il s'agit un peu comme les abeilles qui butinent les fleurs, de relier les points. Donc la Charte des Nations Unies, qui est la base, et les droits humains transpirent de toutes les dispositions de cette charte. Plus spécifiquement, et au fur et à mesure des décennies, il y a eu des traités multilatéraux, pas environnementaux, mais concernant les droits humains. Et vous aurez la présentation par la suite, où vous pourrez, à tête reposée, vous balader à travers les liens que l'on fournit et qui énumèrent notamment ici tous ces traités multilatéraux relatifs aux droits humains. Je n'entends plus la question dont je vous parlais au tout début, qui est quel est le lien entre la convention sur les produits chimiques et les pesticides comme Rotterdam et les droits humains. Cette question n'entend plus depuis l'adoption des 17 objectifs de développement durable, où là, bien sûr, le cœur et le centre de ces objectifs sont les développements, mais si vous regardez bien chacun de ces objectifs, ce qui est sous-jacent, ce sont les droits humains. Et récemment, on a aussi une impulsion par le secrétaire général qui est, et de plus avec ce que l'on vit depuis une année maintenant, la crise sanitaire qui déploie des conséquences phénoménales sur tous les aspects de la vie. On a, comme il a été dit précédemment, une exacerbation de ces problématiques et de la vulnérabilité des différents groupes. Donc, on le voit dans la page suivante. Quel type de vulnérabilité? Bon, Andrés on a parlé, et Nadia aussi, sur le plan scientifique et technique. On peut passer à la page suivante. Est-ce que Nadia, tu arrives à… merci. Voilà. Quelle vulnérabilité? Bon, sans vouloir répéter ce qu'ont dit mes collègues précédemment, on le voit bien que pour des raisons à la fois scientifiques, économiques, sociales, voire politiques, il y a parmi les populations, les individus, des personnes plus vulnérables. On a parlé des femmes, des filles, parfois d'un point de vue scientifique aussi, et c'est pour bien aborder l'universalité de la question du genre. S'agissant des produits chimiques, c'est aussi que ce soit les garçons ou les hommes peuvent être dans un état de plus grande vulnérabilité face à certains produits chimiques, notamment sur leur santé. Le but, c'est que personne ne soit laissé derrière, et à travers ces droits humains qui doivent être pris en compte de manière… si on veut vraiment avoir des politiques, des réglementations et des lois efficaces, ce qu'on essaie de faire, donc je disais, relier les points entre
les différents aspects de la vie, les conventions dont on voit plus particulièrement responsable ici dans le cadre de notre travail. Il s'agit de plus en plus d'avoir une approche intégrée et holistique, et ces aspects humains sont aussi importants que ces aspects scientifiques. Donc, parmi ces vulnérabilités, on a entendu parler des populations autochtones, des minorités ethniques. On a commencé ce volet de webinaire sur les enfants. Les personnes dans une situation précaire aussi, et la situation sanitaire depuis plus d'1 an, on l'a vu précédemment, exacerbe toutes ces vulnérabilités, et c'est pour ça qu'il est important de s'y pencher maintenant. J'ai aussi introduit dans la présentation, vous aurez, pour lire donc à tête reposée, différents liens vers ce que font nos collègues du bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Il y a énormément d'informations qui est pertinente au travail de la Convention et des conventions BRS. Notamment, il y a un exemple récent sur l'exemple des femmes égyptiennes et du Covid-19 axé sur les droits humains. Et voilà, donc comment est-ce que la Convention de Rotterdam aborde cela, et les autres en synergie avec les conventions de Bâle et de Stockholm. On parle effectivement et on tient en compte, notamment dans le cadre de certains projets, par exemple sur l'étude de la charge chimique du lait maternel. J'ai des collègues qui se penchent plus sur cela, qui est d'analyser un petit peu, et on peut aller très loin en parlant d'une autre pandémie, comme certains rapports l'ont indiqué, de l'OMS, des rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme, une pandémie qui est silencieuse, qui est qu'avec cette pollution due aux produits chimiques, notamment les pesticides, des individus à naître, donc qui ne sont pas encore nés, arrivent sur cette planète avec une charge chimique importante, et comme l'a bien exposé Nadia, sont source de divers problèmes de santé, voire graves. Ensuite, si l'on passe à la page suivante de la présentation, bien sûr, le but de ce webinaire est de sensibiliser un petit peu sur ces problématiques, mais aussi de voir quelles solutions et qui peut faire partie des solutions finalement pour arriver à une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement, puisque tout est lié. Alors bien sûr, le rôle de ces individus ou groupes vulnérables eux-mêmes est important, et notamment les enfants. Je le vois à travers, moi j'ai un petit garçon de 5 ans, et ce qu'on lui apprend à l'école déjà, maternelle, pas encore primaire, je ne l'apprenais pas moi-même lorsque j'étais dans la même position que lui. L'environnement, la santé font déjà partie d'un programme d'éducation bien élaboré, et effectivement, ils ont raison, puisque c'est là que ça a commencé. Leur permettre d'accéder à l'information, et dans le cadre de l'éducation, à les sensibiliser déjà dès le berceau et dès le plus jeune âge, et à comprendre un petit peu ces problématiques-là, va permettre de faire évoluer à terme et de manière profonde pour les générations futures les approches, et permettre une meilleure protection, y compris non seulement sur le plan technique, mais aussi sur les droits humains. Il existe, il faut signaler la Convention des droits de l'enfant, qui a été adoptée dans les années 90 ou 90, et ce n'est pas pour rien que la reconnaissance officielle du droit à un environnement sain passe d'abord par les enfants. Il s'agit aussi de permettre à ces individus et eux-mêmes activement de participer et d'acquérir les compétences nécessaires pour effectivement répondre et résoudre ces problèmes environnementaux que la Convention de Rotterdam et les autres conventions BRS essaient de résoudre. Le droit au développement est crucial, surtout depuis l'adoption de l'agenda 2030 et des 17 ODD. Ensuite, quels autres groupes? Eh bien, les parties elles-mêmes, les gouvernements des parties à la Convention de Rotterdam, d'où ce webinaire destiné, donc qui vous est destiné, qui va permettre
au niveau de la plateforme intergouvernementale de résoudre le travail en international. Et pendant très longtemps, chaque pan, chaque domaine de ce droit-là, et notamment du droit onusien, se développait en parallèle les uns avec les autres. Et on avait la communauté environnementale, le droit de l'environnement d'un côté, les droits humains d'un autre, le droit du commerce international de l'autre côté, le droit à la santé. Et le but, à travers ces organisations onusiennes et à travers chacun des traités qui finalement étaient souscrits par les mêmes pays, est de relier les points à un niveau intergouvernemental et gouvernemental, y compris entre les différents ministères, puisqu'on voit que ce sont des questions connexes entre la santé, l'agriculture, les droits humains, le commerce, etc. Donc, le rôle des parties à la Convention de Rotterdam et des parties aux autres conventions sœurs est fondamental. Il s'agit effectivement dans les politiques qui sont adoptées, dans les mesures qui sont adoptées, d'essayer de penser à 360 degrés. Et grâce au chapeau de l'agenda 2030, de ne laisser personne derrière. Et d'où ce webinaire aujourd'hui, d'accès parfois, et en français on entend parfois cette expression qui est discrimination positive, qui est effectivement dans certaines politiques favoriser certains groupes et certains individus, comme les enfants, les femmes, les travailleurs agricoles, etc., pour leur permettre finalement, un peu comme la méthode Montessori dans l'éducation, leur donner davantage d'outils qu'une personne qui serait plus armée, et afin de ne pas les laisser derrière et de mieux les protéger, de mieux les armer pour gérer notamment ce qui nous amène aujourd'hui, les pesticides et toutes les conséquences que ça peut avoir. Je l'ai évoqué précédemment, il y a un cheminement très récent qui s'est fait l'année dernière au Conseil des droits de l'homme et auprès de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est la reconnaissance déjà effectuée par beaucoup de pays, mais d'un point de vue multilatéral, un droit humain spécifique qui est le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. Et bien sûr, on est en train de vivre un énorme défi à travers cette crise sanitaire sans précédent, mais en même temps, des crises peuvent naître des opportunités, et il y a une prise de conscience qui s'est effectuée à travers cette crise, et donc des actions qui sont envisagées et entreprises pour finalement se dire mais tout est lié, et on peut penser, aborder les choses que d'une manière holistique et intégrée et globale. Ensuite, donc, mis à part les parties, bien sûr, le secteur privé, et il y a un énorme travail qui est effectué au niveau intergouvernemental à l'ONU sur le rôle du secteur privé et notamment des entreprises multinationales transfrontières, et elles sont très impliquées dans le secteur des pesticides et agricoles pour aider et arriver à agir vers une meilleure protection face à l'exposition de certains groupes vulnérables dans l'usage des pesticides et autres. Donc j'ai aussi intégré des références que vous pourrez aussi lire pour de plus en plus d'informations. Et récemment, la chef de la haute commissaire aux droits de l'homme, aux droits humains, Michelle Bachelet, a rappelé l'importance et ce qui constitue l'ADN des Nations Unies, et montrer que tout est lié. Et je cite, « Il existe un vaccin à la fin, à l'inégalité, la pauvreté et probablement au changement climatique et autres problématiques environnementales comme celles posées par les conventions BRS et la convention de Rotterdam. De même que la présente pandémie, il s'agit d'un vaccin développé au lendemain de chocs massifs à l'échelle globale, y inclut les pandémies. Et suite aux 2 guerres mondiales du siècle dernier, le nom de ce vaccin, ce sont les droits humains. » Voilà, je voulais terminer sur cela avant de repasser la parole à Nadia, qui va aborder quelques aspects plus pratiques de cette problématique. Merci.
Merci. Je vais seulement en bref expliquer et montrer des outils développés par la FAO, notamment par le secrétariat de la Convention de Rotterdam et par les groupes de la prévention du travail des enfants en agriculture, avec des autres agences compétentes. Les premiers outils, c'est un guide visuel de l'animateur de la FAO et de l'OIT pour la protection des enfants contre les pesticides, qui était testé avec succès au Mali et adapté à différentes régions et dans différentes langues. L'application est multiple dans l'école et avec les formateurs agricoles. Est divisée en 3 sessions. Comme les enfants sont exposés aux pesticides, les différentes tâches, la préparation, l'achat et la vente, l'usage et le travail dans les champs et les conséquences aussi sur l'environnement. La deuxième session, quels sont les impacts sur les pesticides, sur la santé et le développement humain et pourquoi les enfants sont plus à risque, plus vulnérables et quels sont les effets immédiats et aussi les effets à long terme. La troisième session est relative à ce que nous pouvons faire pour réduire l'exposition des enfants aux pesticides dans notre communauté, avec quelques suggestions et aussi pour promouvoir des alternatives aux pesticides dangereux. Un autre outil est un cours en ligne sur la gestion des pesticides et la prévention du travail des enfants. Ces cours est conçu pour répondre aux besoins d'information des législateurs, des régulateurs, mais aussi de chercheurs et statisticiens. Et l'objectif est de savoir reconnaître comment les enfants sont exposés aux pesticides, déterminer pourquoi les enfants sont plus vulnérables que les adultes et quels sont les effets négatifs de l'exposition. Ils sont seulement quelques types d'outils développés pour ces groupes vulnérables, mais aussi il y a autres des applications dans les terrains. On va partager avec vous aussi des expériences sur le terrain. La première expérience, c'est relative à l'autonomisation des communautés rurales en Guinée-Bissau. Là, le secrétariat de la Convention de Rotterdam, avec le ministère de l'Agriculture et ONG locales, a organisé discussions de groupes avec des agriculteurs en différentes régions visant à le sensibiliser sur les risques posés par les pesticides dangereux, sur les voies d'exposition, les groupes plus vulnérables, ainsi que l'alternative aux pesticides dangereux. La formation s'est déroulée au marché, mais aussi dans la ferme. Pour sensibiliser aussi les communautés éloignées, une émission communautaire a été diffusée sur la radio locale, transmettant des messages clés dans les langues locales sur les risques posés par pesticides dangereux. De plus, une vidéo a été développée pour expliquer le risque posé par les pesticides aussi. Une autre expérience que je veux partager ici, c'est lié à des activités de sensibilisation avec les femmes au Maroc, dans le cadre du Salon international de l'agriculture, le SIAM, en 2019. Le secrétariat de la Convention de Rotterdam, avec l'ONU Femmes, l'OIM et le PNUD, a organisé des activités de sensibilisation
sur les risques posés par les pesticides et aussi pour faire des activités ensemble et faire des activités, des séances de sensibilisation en mettant l'accent sur les problématiques des femmes en agriculture, avec différentes activités, la cartographie corporelle, les dessins des parcelles agricoles, et à travers l'identification des bonnes et mauvaises pratiques dans le cadre du cycle de vie des pesticides, sur les contenants vides, par exemple, et à travers un jeu de rôle, avec différents scénarios et avec différents personnages, au marché et aussi à la ferme. Je vais laisser la parole à Amélie pour partager la bibliographie et les sources d'information. Merci Nadia. Alors, de toute façon, vous recevrez les présentations. Donc, vous aurez tout le loisir, avec le temps que vous aurez à votre disposition, de parcourir toutes les sources que l'on va vous fournir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'agit notamment dans ce cadre-là, en tout cas, concernant la partie que j'ai évoquée, de différentes sources, à la fois de la section des traités des Nations Unies qui est à New York et qui agit comme dépositaire, s'agissant par exemple de la Convention de Rotterdam et des autres accords multilatéraux environnementaux, mais tous les traités qui ont été conclus, ratifiés sous l'égide des Nations Unies. Et là, je vous ai indiqué en premier les différents traités qui sont juridiquement contraignants, legally binding en anglais, une fois que les États et autres, comme l'Union européenne, les ont ratifiés. Donc, vous pouvez parcourir cela et vous verrez que cela couvre, en résumé, les différentes catégories de groupes et individus dits plus vulnérables. Un outil plus concret qui a été émis par le Bureau du Haut-Commissaire aux droits humains, qui est un indicateur des droits humains qui permet de mesurer les progrès réalisés et aussi d'élaborer, de mettre en œuvre des politiques et des approches fondées sur les droits humains. Ensuite, il existe des sources plus spécifiques, notamment à l'Organisation mondiale de la santé, et on a beaucoup parlé des enfants, ce n'est pas pour rien, qui effectivement fait l'objet de nombreuses études quant à l'impact des produits chimiques et des pesticides sur eux. Aussi d'autres sources relatives au droit au développement, qui est très particulier, mais qui est aussi très à 360 degrés, ce type de droits humains, et sur lequel réside et fondé l'agenda 2030 adopté donc en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui maintenant est sous-jacent à beaucoup d'aspects, notamment ceux couverts par la Convention de Rotterdam ainsi que de Bâle et de Stockholm. D'autres sources relatives au rôle de la société civile, aux entreprises dans les thèmes abordés, ainsi que, voilà, pour terminer, les rapports spéciaux de rapporteurs qui ont été nommés notamment par le Conseil des droits de l'homme dans deux domaines qui nous intéressent principalement, sur l'implication sur les droits humains de la gestion écologiquement rationnelle des substances toxiques et des déchets dangereux, donc en relation directe avec les conventions BRS, et un peu plus large sur un autre rapporteur qui aborde des problématiques et qui effectue aussi des visites pays par pays, qui est les rapports à présent c'est M. Boyd qui détient ce mandat, sur l'environnement en général et les droits humains. Voilà s'agissant des sources. En tout cas, nos présentations sont terminées.
N'hésitez pas à présent à poser vos questions et aussi partager vos commentaires. Nous ferons un plaisir d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole à présent. Alors, on réserve un petit temps à un petit échange interactif si vous le souhaitez. On est allé un petit peu au-delà du temps, mais on a voulu un peu laisser le temps au début pour permettre à tout le monde de venir. Et puis aussi, je remercie les intervenants et Nadia ainsi qu'Andrés pour avoir été vraiment passionnément exhaustifs dans ces questions-là, et on espère qu'elles vous ont été utiles. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions maintenant ou même après le webinaire si vous voulez vous mettre en contact avec le secrétariat. On est là. Voilà, merci. Et pour ceux qui veulent prendre la parole, est-ce que Nadia, tu veux ajouter quelque chose ou les autres collègues? N'hésitez pas. On peut lire les questions dans la fenêtre chat ou dans le QA. D'accord. Alors, une bonne partie des questions qui ont été soulevées lors de la session ont déjà été répondues. Mais Okay. voilà, je t'en prie. On peut lire Oui. autrefois pour les autres. Je vois. Je voulais dire aussi merci aux autres collègues, Emmanuel et Sarah, qui nous ont aidés. Oui. Et qui Et sont Alessandra là. aussi qui est ici. Voilà, Alessandra. Ok, je vais lire. J'ai une question pour Castillo. Je ne sais où qui est, mais existe-t-il une réglementation à la FAO pour la prise en charge des populations autochtones ou groupes vulnérables d'Afrique à l'exposition aux pesticides toxiques? Si oui, est-ce qu'elle les prévoit? Comment assurez-vous le suivi de cette réglementation au niveau de chaque pays membre de la FAO? Alors, ça, c'est plus pour Andrés. Mm-hmm. Il y a eu quelques échanges par écrit, mais si Andrés veut le partager oralement à présent, comme ça, les oreilles de tout le monde peuvent bénéficier de la question et de la réponse donnée. Merci, Andrés. Tout à fait. Merci encore pour la question que vous avez, parce que ça démontre un peu l'intérêt sur la thématique et comme Madame Kamamou a dit, moi, je vais lui répondre que il y a une unité spécifiquement à la FAO, que c'est l'unité des peuples autochtones, une division de partenariat, qui normalement doit veiller à la mise en œuvre d'une des politiques adoptées par la FAO en 2010, qui est une politique générale que de plus en plus les organisations internationales, les organisations anciennes commencent à adopter petit à petit. Et spécifiquement sur les pesticides et les peuples autochtones, il n'y a pas de mention directe là, mais je sais qu'il y a des programmes sur le terrain. Mais j'invite à contacter directement ce secrétariat, cette division pour des renseignements plus précis. Mais si on voit déjà la politique, il y a une base spécifique sur ce qui concerne les peuples autochtones comme agents de changement aussi, pas seulement comme un potentiel victime, mais c'est eux aussi qui ont un savoir traditionnel, mais aussi prêt à porter pour des substitutions des pesticides, par exemple. Donc, il y a ça à dire, sinon j'ai partagé un peu les ressources qu'il y avait là. Merci. Merci, Andrés. Merci beaucoup. Nadia, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou passer à une autre question? On peut passer à une autre question aussi. Andrés, c'était très efficace dans la réponse. Je vais ici dans la line. Est-ce que vous pouvez nous recommander une étude de récente sur l'exposition des enfants aux pesticides à l'agriculture?
ça, on peut, dans le cadre de la FAO, de la Convention de Rotterdam, il y a un manque de données liées à ce groupe cible, mais beaucoup de pays ont commencé la recueil des informations et aussi des ONG locales. On peut partager quelques études faites dans ce cadre. Merci Nadia. Et effectivement, dans la présentation que vous recevrez, vous aurez les références exactes de certaines de ces études. Aussi, Tachine et RAC, je ne sais pas si quelqu'un a répondu. Et un autre aspect d'exposition est dû aux emballages vides réutilisés contenant des résidus de pesticides, aussi le grand manque de sensibilisation. C'est vrai, c'est une question très inquiétante qui déserve attention. Dans les cas des activités de sensibilisation au Maroc, le focus était sur les emballages vides, sur les contenants de pesticides et la réutilisation pour boire, pour utiliser pour différents usages dangereux. Pour éviter, on a besoin de plus de sensibilisation sur ces aspects. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe aux questions suivantes? Il va en rester quelques-unes. N'hésitez pas à lever la main, c'est le moment. Si. Ok, je vais à ITASEC. Quels sont les privés impliqués dans les responsabilités en cas d'exposition? Et c'est le fabricant. Les privés. Alors là, si je me permets de répondre, ça me fait penser à la responsabilité juridique, notamment des producteurs et des privés. Je suppose que Aïta, vous avez voulu vous référer aux entreprises qui fabriquent notamment ces pesticides. On le voit de plus en plus, en tout cas d'un point de vue judiciaire et pas que juridique, des décisions de tribunaux et de cours qui retiennent et fixent très lourdes amendes. Je ne vais pas en citer, mais on en a beaucoup entendu parler dans les journaux. Ces grands groupes multinationaux chimiques où judiciairement, à travers ces décisions-là, un lien a été établi entre des cancers fatals et l'utilisation de certains produits ou désherbants. Et donc, cela est reconnu dans plusieurs pays, y compris par des instances suprêmes. Même les États-Unis, qui ne sont pas partis à la Convention de Rotterdam, ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas et leurs juges sont très efficaces pour effectivement retenir une responsabilité juridique et donc pécuniaire des producteurs qui reconnaissent non seulement dans le cadre d'une action menée par un individu uniquement ou un groupe d'individus. Je pense aussi à l'Inde. Ça a été effectivement grâce à la Cour suprême, ça a aidé à permettre le listing, l'inscription de l'endostéphone par exemple, et à le faire entrer dans le champ d'application de la Convention. C'est une décision d'une Cour suprême, entre autres, qui a permis à la délégation qui est à la conférence des parties à changer de position et à permettre. Donc, ce sont des éléments que je voulais partager pour répondre à Aïta, s'agissant des responsabilités qui sont de plus en plus reconnues, qui aident sur le plan intergouvernemental à avancer, finalement à mettre en œuvre ce qui était adopté sur le plan intergouvernemental à travers la Convention
Rotterdam notamment. André, peut-être Oui, qui a parlé de Bhopal en plus au tout début de la présentation. Oui, j'aimerais aussi complémenter une des questions, une des réponses à des questions faites par Irak. Désolé pour la prononciation, mais c'est lié à la question des emballages. Effectivement, il y a la convention des Bâles, il y a des directives techniques pour l'identification et la gestion écologiquement raisonnable de déchets plastiques, dont il y a une partie spécifique, une recommandation dont les déchets plastiques contaminés par des substances dangereuses comme des pesticides, là c'est un cadre de Y4, que c'est la façon qu'on classifie ces déchets, ne devraient pas expédiés à des autres parties en vue d'une récupération. Donc, il dit ça, il y a déjà une démarche pour mettre à jour cette directive spécifique, donc je vous invite aussi à se mettre à courant de ça. Je partage déjà cette guide technique qui parle de cette question des emballages. Merci. Merci Andrés, merci Amélie aussi pour la réponse. Je vais aussi quelques réponses, quelques questions aussi répondues sur les femmes, sur le travail avec l'association des femmes. Oui, on travaille dans les terrains sur les groupes de discussion avec les femmes comme groupe cible aussi. Je vois une autre question qui a été posée il y a 1 minute par Christian Teklaku. Et tu peux la lire, Nadia. Est-ce que tu l'as vue dans les questions et réponses? Il y a 2 minutes, 3h19. Ah, Christian, oui. Quand pensez-vous que les droits humains puissent être une solution à la protection des personnes vulnérables aux effets nocifs des pesticides dans le contexte des pays en voie de développement où les droits de l'homme ne sont pas respectés? Une bonne question. et pertinente et facile et difficile à la fois. Alors, pour être pragmatique, effectivement, dans ces pays où les droits humains ne sont pas respectés, c'est qu'on ne voit pas, il n'est pas forcément, bon, il peut y avoir plein de raisons à cela, hein, mais effectivement, et on l'a vu avec l'accord de Paris, qui est un des derniers accords multilatéraux environnementaux adoptés et qui est le seul à explicitement faire référence aux droits humains en préambule, parce qu'on s'est rendu compte, et je parlais plutôt de relier les points, et que l'approche a complètement changé. C'est qu'avant, on négociait plutôt de manière parallèle et en silo, et on se disait qu'il ne fallait pas mélanger ces thématiques qui étaient finalement connectées, parce que ça pourrait ralentir les négociations qui étaient d'une part menées sur le plan environnemental et d'autre part sur le commerce ou les droits humains. Mais là, surtout depuis l'agenda 2030, on s'est rendu compte que non, les droits humains ont une valeur ajoutée, pas seulement dans leur ensemble, mais pour d'autres thématiques, et notamment les questions environnementales et la protection contre les pesticides dangereux. Donc, finalement, pour répondre à cette question, pour inciter, c'est vice-versa. Pour inciter à davantage de protection environnementale, les droits humains peuvent être un instrument et puis les faire eux-mêmes avancer là où ils pêchent. Et inversement, les questions environnementales peuvent aider à la mise en œuvre finalement d'obligations qui ont été reconnues sur le plan intergouvernemental. Et effectivement, comme chaque
États membres de l'ONU ou chaque partie aux conventions BRS est souveraine, c'est ces parties-là qui sont les instruments de mise en œuvre. Donc, j'espère que ça donne des éléments de réponse à Christian. N'hésitez pas, Andrés ou Nadia, à rajouter des éléments. Et je vois une dernière question de Gaston. Andrés, vous voulez prendre la parole? Allez-y, je vous en prie. Il faut mettre le micro. Super, oui, c'est une question de coordination, pardon. Pour répondre à ça, oui, à niveau international, on sait que les droits humains, il y a un principe d'universalité et de non-discrimination. Et la différence, on va dire, processus au niveau international pour aussi garantir des obligations extraterritoriales à niveau de qu'est-ce qu'ils font des autres des entreprises, soit privées, soit publiques, sur cette question, et les entreprises, des compagnies au niveau international, comment il doit être cohérent avec le respect des droits de l'homme dans les sièges où ils sont et où ils exportent leurs produits. Donc, il y a déjà, même hier, au Parlement européen, il était voté un des rapports du Parlement qui exige à la Commission une loi spécifique du devoir de vigilance au niveau de l'Union européenne, pas seulement pour les entreprises, ce qui se passe au niveau du marché unique de l'Union européenne, mais aussi qu'est-ce qu'ils font les entreprises ailleurs. Donc, ça, c'est un des exemples, mais on voit un mouvement qui est bien lié à ça. Et pas seulement la question des droits de l'homme, mais environnemental aussi, si je comprends bien. Donc, c'est des aspects aussi à tenir en compte dans cette démarche. Merci. Merci beaucoup, Andrés. Et puis là, je vois l'heure. Alors, je me dis qu'on va prendre la dernière question, si Nadia peut bien la lire. Et puis ensuite, on va clore, en tout cas pour aujourd'hui, le débat. Mais j'espère que c'est le début d'autres choses. Et je vous remercie d'avoir été là. Nadia, si tu peux bien clore avec la dernière question. Ok. En mettant l'accent sur les pesticides dangereux, ne couvrons-nous pas les risques d'encourager une négligence pour ce qui est des risques liés aux pesticides modérément ou peu dangereux? Alors, qui veut commencer à répondre? Là, j'aime bien ces questions, elles sont cherchées. Bon, moi, ça me fait tout de suite penser à une chose, cette question, c'est le principe de précaution. Et ce principe fonde, entre autres, les conventions BRS et la convention de Rotterdam sur les pesticides. Bon, il y a un certain nombre de solutions qui tombent sous le coup de la convention, mais ça ne veut pas dire que cela s'arrête là et qu'on ne s'intéresse pas aux autres qui sont un peu moins dangereux. Mais en même temps, la convention offre un instrument global. Il incombe aux parties, et c'est leur responsabilité, à travers la Convention de Rotterdam, mais aussi sur le plan national, de mettre en œuvre ce principe de précaution. Et on en entend parler depuis bien plus d'une vingtaine d'années, de plusieurs décennies même. Et ce principe de précaution est au cœur des traités multilatéraux environnementaux qui sont ceux destinés aux produits chimiques et déchets dangereux. Donc, pas forcément, parce que même s'il y a un nombre limité, notamment de substances les plus dangereuses, et effectivement, c'est un travail de titan. Et la Convention de Rotterdam ne couvre que 0,01% des produits chimiques, qu'ils soient modérément, peu ou très dangereux. Donc, c'est peut-être qu'une goutte dans l'océan, mais c'est déjà une goutte. Et bien sûr, la Convention est un instrument parmi tant d'autres. Et notamment, ce fameux principe peut aider à faire avancer beaucoup de choses et finalement à aider à une meilleure protection de la santé humaine. Beaucoup de décisions judiciaires se sont basées sur ce principe de précaution
avant même que le dommage n'intervienne pour prendre certaines décisions qui vont dans le sens d'une meilleure protection, parce qu'il n'y a pas que les substances très dangereuses qui provoquent le cancer. Il y a des substances un peu moins dangereuses, mais si effectivement, d'un point de vue causalité à effet, il est prouvé scientifiquement que voilà, entre un problème, une maladie grave, voire un décès, il y a eu à l'origine un pesticide, qu'il soit modérément ou très dangereux, alors dans ces cas-là, on protégera. Et pour cela, il faut que toutes les parties prenantes agissent de concert. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose pour répondre à la question, Nadia? Andrés? Oui, comme je l'ai dit dans mon exposition, il y a aussi une façon de concrétiser le principe des précautions dont Amélie a parlé. C'est par exemple par les principes de no data, no market. Sans données, il n'y a pas de marché. C'est une des façons dont les organisations au niveau régional et même à niveau national, c'est aussi aimé à dire c'est les entreprises qui doivent prouver que les produits chimiques synthétisés sont suffisamment safe pour entrer dans ce marché. Donc, c'est des démarches aussi que on commence à voir comme une tendance, une concrétisation de ce principe de précaution. Merci. Merci, Andrés. Nadia, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Seulement qui, dans le mandat de la Convention, dans le cadre de l'assistance technique, on travaille aussi sur le terrain pour comprendre tous les types de pesticides dangereux, aussi les modérants un peu dangereux, pour connaître quels sont les impacts sur les personnes, sur les agriculteurs, sur les vendeurs, pour réfléchir ensemble aussi sur les risques posés par les pesticides, dangereux ou pas. Mais dangereux ou moins dangereux. C'est une autre attention qu'on donne à ces aspects. Merci. Merci à tous. En tout cas, je vois que là, il est bien temps de clore cette session. En tout cas, c'était la première du volet de webinaire que l'on va offrir cette année 2021. Et comme je l'ai dit en début de séance, l'année dernière, nous nous sommes focalisés sur les enfants. Et comme vous l'avez écouté aujourd'hui, on a élargi au groupe vulnérable, pandémie oblige aussi. Il y aura 2 autres sessions, une en espagnol et une en anglais à l'avenir. Donc ceux qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec le français ou qui voudraient réécouter et participer à nouveau, sachez que 2 autres sessions vont venir dans ces langues-là. Alors, on compte sur vous. Bon, malheureusement, les réunions des conférences des parties ont été, malheureusement ou heureusement, ça laisse aussi plus de temps pour reculer, pour mieux sauter. Elles ont été reportées, en tout cas le plus gros segment, et on espère face à face en personne en 2022. Une partie aura lieu en ligne à la fin de ce mois de juillet de cette année. Donc, ce webinaire a pour but non seulement de sensibiliser, de fournir certaines informations et de fournir matière à réflexion pour que finalement action soit prise en vue de l'objectif et pour être très pragmatique et commun à la Convention de Rotterdam ainsi que ces 2 autres conventions sœurs. Donc voilà, merci encore à tous pour votre participation. On était contents de pouvoir vous fournir cela et puis de votre participation active. Merci aux collègues, merci Andrés. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Nadia? Merci. Oui. Merci. Je vous remercie à tous,
les attendees aussi et les panélistes et aussi qui nous a aidés pour l'organisation, Emmanuel, Alessandra, Sarah, et vous, Amélie et Andrés. Andrés, un petit mot de la fin, en plus période de session de conseil des droits de l'homme ou droits humains, et semaine a commencé par la Journée internationale de la femme. Oui, c'est une journée, une semaine agitée en matière des droits humains, parce que déjà, comme hier au Conseil, il y avait 60 pays et plus de 15 agences des Nations Unies qui disent que le temps, c'est maintenant de donner un pas pour la reconnaissance des droits en environnement sain. Donc, ce genre de discussion qu'on a plus approfondie nous aide à comprendre un peu les effets de ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment faire ces connexions entre environnement et droits humains, qui est de plus en plus évidente. Donc, merci pour l'organisation et j'ai hâte de participer aux autres, peut-être en tant que, pas comme panéliste, mais comme spectateur aussi, parce qu'on apprend beaucoup de ça. Merci beaucoup. Très bien, merci. En tout cas, dernière info, à la fin de ce mois-ci, 31 mars, c'est le délai pour fournir des informations au rapporteur spécial Marcos Orellana, qui sera présent aux sessions d'espagnol et en anglais, sur le thème de son prochain rapport dans le cadre du droit d'accès à la science et notamment de l'impact sur les droits humains de la question du plastique. Voilà, c'est la dernière info que je voulais vous communiquer pour ouvrir sur d'autres sujets et clore. Et à très bientôt, en tout cas. Merci.